continue, bien sûr, nos nominations, les meilleurs véhicules dans chacune des catégories, mais dans l'électrique, c'est différent un peu. Là. Oui, notre approche est différente parce qu'il y a plusieurs catégories, évidemment, en fait, les mêmes que dans les véhicules conventionnels, mais là, il y a tellement peu d'élus par rapport aux nommés au niveau des véhicules que l'on recommande, qu'on a décidé de tout regrouper les véhicules électriques que RPM recommande. Donc, la liste est un peu hétéroclite, mais quand même, vous allez vous retrouver assez facilement. Ça me fait penser à quand on anime les émissions RPM+, tu sais, puis on parle des véhicules, puis on dit, ben il y a ce véhicule-là qui s'en vient, puis tu sais, il y a 2 ans, on disait, il va arriver, là, il va arriver. Ça fait 2 ans, puis il n'est pas encore là. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation-là. Effectivement, on sait que le marché se diversifie énormément, notamment au niveau des VUS, mais comme vous le savez, on est extrêmement critique pour les nouveaux produits et on l'est encore plus avec les nouvelles technologies. Et dans la majorité des cas, pour les constructeurs, on arrive avec de l'électrification pour une première fois où on transforme très rapidement les motorisations. On le voit du côté de chez Volkswagen ou Volvo, que là, on a une approche, on change les moteurs. On retombe à la case départ dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs véhicules dont vous n'entendrez pas parler ce matin parce qu'ils sont toujours en évaluation. On commence avec un quatuor du côté des Coréens, évidemment. On les a tous présentés dans RPM. Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 5, l'équivalent du côté de chez Kia avec le EV6 et la version un peu plus luxueuse, le GV60. Très sérieux, hein, les Coréens. Ils ont débarqué dans l'électrique, puis ils veulent, le mot d'ordre, c'est de dominer. Puis moi, ce que j'aime, c'est vraiment l'ensemble des technologies qu'ils offrent. Les designs, chacun de ces modèles-là a un design qui personnalité très forte. Très forte. Certains aiment, certains n'aiment pas, mais au moins, ils se démarquent de ce qu'on retrouve. Il y a un effort. Et la bonne nouvelle, c'est que si t'aimes pas l'Ioniq 5, il y a de fortes chances que t'aimes le V6, parce que c'est complètement différent. C'est sûr. Et on parle de tous ces véhicules-là ensemble pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils partagent tous la même plateforme. GMP, les mêmes composants mécaniques, même batterie, etc. C'est vraiment même moteur avec des variations. Variations en fonction des versions, évidemment, parce que le V6, on a la version GT d'extrême haute performance. Là. La N qui s'en vient avec la Ioniq 5 qui s'en vient. Donc, on change uniquement la carrosserie, là, grosso modo, pour ces modèles-là. N'oublions pas que c'est de la haute voltige qu'on fait là, parce qu'on n'a pas de recul de 7, 8, 10 ans encore. Là. Non, mais si on regarde prévoit ce qui se passe aussi ailleurs, bon, ça donne quand même un certain aperçu que la fiabilité est dans la bonne moyenne, disons. Et ce qui complique notre travail, en plus, c'est qu'il n'y a pas eu d'inventaire. Donc, les ventes, en plus, il n'y a pas un gros volume de ventes. On a discuté à prendre du recul pour voir comment ça se comporte dans le marché. Ça se corrige lentement. Exactement, mais pourtant, ça fait longtemps que ces véhicules sont là, mais il n'y a pas un volume assez important sur les routes. Ce qui nous donne une chance dans leur cas, c'est qu'ils sont 4. Donc, on est capable d'élargir le bassin à non pas juste une seule version. Continue. On va y aller maintenant avec les modèles qui sont un peu plus abordables. On va nommer tout de suite les 2 Coréens qui sont des jumeaux techniques, le Kia Niro EV et le Hyundai Kona EV. Le Niro EV, on vous l'a même présenté dans l'émission, et ce sont 2 produits qu'on recommande, même si c'est pas des monuments de modernité en matière d'électrification. Non, mais ça, c'est peut-être un gage de fiabilité aussi, parce que c'est des véhicules qui continuent d'utiliser des technologies qu'on avait dans la précédente génération, qui ont prouvé leur fiabilité. Donc, on se dit, ben ça continue avec une nouvelle génération. On a apporté certains éléments pour corriger des défauts que la précédente génération avait, et on constate donc que ces 2 produits-là ont gagné une certaine maturité avec le temps. Plus performant, plus agréable à utiliser, meilleure finition, plus grand aussi à l'intérieur, principalement le Kona. Donc, on a corrigé plusieurs défauts. Là. Oui, c'est un peu, excuse-moi, Sylvain, mais peut-être tu vas être d'accord avec moi, mais c'est comme une évolution, dans le fond, un peu à ce que les Japonais font avec leur voiture conventionnelle, d'une génération à l'autre. On progresse, mais on révolutionne pas tout. Oui, c'est là où j'allais. Les constructeurs continuent à mettre des efforts sur ces 2 véhicules-là. C'est des véhicules qui ont encore leur place. Donc, c'est bon qu'ils continuent à les améliorer, parce que moi, les gens qui les possèdent, j'entends rarement des gens qui sont déçus ou qui ont eu des problèmes majeurs. Donc, c'est comme en bourse, là, une valeur sûre. Là, mais je pense qu'on est là. Quasiment des valeurs refuges. On a toujours dans les petites voitures la Nissan Leaf. Encore une fois, quand on parlait de pas monument de modernité, la Leaf en est l'incarnation. Non, mais c'est une toffe, là. Mais c'est ça. Elle a coin dur, comme on pourrait dire. Ensuite, là, on a 2 véhicules qui sont beaucoup plus urbains dans leur approche, Mazda MX-30 et la Mini Cooper SE.
autonomie beaucoup plus limitée. C'est vraiment des véhicules urbains. Pensez pas faire du Montréal-Québec avec ça sans souffrance. Mais avec des personnalités enjouées et agréables à conduire. Pour les deux modèles. Pour les deux modèles. Donc, ils vont chercher une portion où les gens n'ont peut-être pas besoin d'une grosse autonomie, mais Deuxième voiture, souvent, là, ça, c'est un bon coup. Petit jouet, quelque chose qui est cute. Comment ça coûtait cher pour une deuxième voiture? C'est ce que je m'en allais dire. Il y a vraiment une application très nichée. Ouais, MX-30 avec les rabais, surtout qu'il y en a dans les cours, on peut avoir ça à bon prix. Ils en mettent encore un peu plus de rabais, ça serait une bonne affaire. Oui, évidemment. Bon, là, on va parler un peu plus de véhicules de luxe. Vous savez, il y a une multiplication, autant du côté de chez Mercedes, Audi, BMW. Là, on arrive avec plusieurs offres, mais tout est en attente d'approbation, ce qui nous laisse uniquement Tesla Model S et Tesla Model X. Ils sont là depuis longtemps quand même. Le Model S, c'est 2012 que c'est arrivé sur notre marché. Model X, 2016. Des véhicules qui ont continuellement été améliorés aussi au fil du temps. Forte évolution, Forte évolution, et pas juste en matière de design, là, technique aussi. On a remplacé le type de moteur, la batterie, on a apporté des modifications d'envergure. Et c'est des véhicules qui ont atteint, encore une fois, une bonne maturité dans leur segment respectif. Très dur à battre par rapport au prix. Model S a été le premier véhicule de Tesla, puis je pense que c'est le meilleur. Il n'y a rien eu qui a... Mais ce qui est drôle, c'est que Tesla fait encore des erreurs un peu juvéniles, comme le fameux volant Yoke qui se dégrade extrêmement rapidement. Heureusement, tu peux le changer, mais ça demeure une erreur de débutant de la part du constructeur. Complètement. Surtout pour une voiture de ce prix-là, mettons que c'est un peu moins acceptable. Et là, à la maison, on le sait, il y en a qui sont debout dans le salon, sans table à café. Y et 3 ne sont pas recommandés par RPM, sont en évaluation pour l'année modèle 2024. On les a remis en évaluation. On les a remis en évaluation, notamment la 3, parce qu'il y a un rafraîchissement qui est porté dessus, des améliorations techniques. 50 des pièces ont été modifiées pour la nouvelle, entre guillemets, 3. C'est pas rien. C'est majeur. C'est pas rien. Donc, de là qu'elle est remise en évaluation. Même chose du côté du Y, où on a décelé certains problèmes qui sont quand même assez sérieux, ce qui fait qu'on juge pour le moment que c'est des véhicules qui sont peut-être plus ou moins adaptés aux conditions du Québec dans des conditions qui sont très difficiles. On parle de robustesse de la suspension, entre autres, parce qu'au niveau du véhicule comme tel, c'est assez remarquable. C'est une machine extraordinaire, mais il y a des détails qui doivent être corrigés. On ne peut pas se permettre d'ignorer ça. Exactement. On va voir ce que Tesla va faire. Est-ce qu'elle va finalement corriger ce problème-là? Le moment, ça dort au commencerait le temps, là. Exactement. Et finalement... Et on termine avec un des modèles qui est, selon moi, le plus important sur le marché, le Ford F-150 Lightning, un véhicule qui permet enfin aux amateurs de camionnettes d'avoir une alternative, parce qu'on le sait, souvent, c'était critiqué. Moi, je roule en pick-up, puis ça me prend un pick-up. Là, il y a une alternative et elle est bonne. Elle fonctionne très bien. Oui. Très bien. Il y a des défauts, évidemment, comme l'autonomie qui peut rapidement être limitée quand on remorque, par exemple, mais il reste que globalement, la performance, le confort, le rendement global du véhicule est très bon. est étonnant. Et étonnant pour un véhicule aussi gros, gracieuseté, bien sûr, de la batterie. Et la fiabilité s'avère bonne aussi, jusqu'à présent, dans la bonne moyenne. Un bon coup de Ford sur ce camion-là. Vraiment.